Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse quantitative de Michelin. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action suite à la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2025. Alors, on voit que ça a bien décroché depuis mi-2024. On est quand même en train de rebondir avec après la publication, là, ça a ouvert un peu en hausse. Donc, est-ce que c'est le moment de s'y intéresser? On regarde ça. Alors, la croissance. Est-ce qu'on a le dernier trimestre qui est disponible? On n'a pas le dernier trimestre. On va directement dans le communiqué de presse. On nous dit les ventes du groupe s'établissent à 6,5 milliards d'euros en baisse de 1,9%. Donc, attention, si on se met en glissement annuel, on est sur donc une société qui est en décroissance. On était sur décembre 2024 à moins 4%. Maintenant, on se trouve qu'il n'y a plus qu'à moins 1,9%. Donc, la décélération décélère. Si vous voyez ce que je veux dire. La croissance, du coup, décélère moins vite que les trimestres précédents. Donc, peut-être qu'on va revenir à la croissance dans les trimestres, au deuxième trimestre, au troisième trimestre de cette année, qui serait pas mal. On a 5 milliards 350 millions d'acquisitions sur la période. Donc, on a un mix de croissance organique et externe sur le groupe. Et avec une croissance totale en médiane de 3,12%. Ce qui est pas exceptionnel, hein. On est sur un marché qui est très mature, le marché des pneumatiques, donc il n'y a plus beaucoup de croissance à attendre là-dessus, et le peu de croissance qu'on aura, ça sera surtout de la croissance externe. Alors, on va regarder maintenant les marges, les taux de marge de la société. Ce qu'on voit, c'est que les taux de marge brut, le taux de marge brut, c'est en train de s'effondrer, hein. S'effondrer, tout est relatif, en train de baisser, donc ça c'est pas bon, c'est pas ce qu'on aime voir, hein. Ça veut dire qu'on perd des parts de marché, et en fait la concurrence asiatique, notamment chinoise, en fait elle dégomme, sans mauvais jeu de mots, hein, mais ça attaque les parts de marché de Michelin, et ils ont du mal à maintenir les prix à cause de ça. Ensuite, si vous regardez le taux de marge d'EBITDA, en revanche, il est plutôt stable, ce qui veut dire qu'on arrive à dégager de l'efficience opérationnelle malgré les baisses de prix, donc on arrive à compenser quand même. Ça, c'est le signe d'un management qualitatif, hein, parce que sur les parts de marché, vous n'avez pas, c'est très difficile pour les parts de marché, il faut réussir à faire de la forte croissance. Pour faire de la forte croissance, il faut peut-être faire des acquisitions, c'est pas si facile. Par contre, vous avez beaucoup plus la maîtrise en interne sur les opérations, et ils arrivent à compenser donc cette baisse de marge brute avec de l'efficience opérationnelle pour avoir un taux de marge d'EBITDA qui est proche de la médiane à 18,2%, donc ça c'est très bien. Idéal pour le taux de marge net, on est aux alentours de 7%, donc il reste stable, c'est pas mal. Si on regarde rapidement le taux de marge de free cash flow, il est plus élevé. Donc en fait, on s'en sort quand même pas si mal, hein, sur Michelin. Moi je trouve que c'est un secteur qui est difficile et on a un management qualitatif. Donc plutôt bien pour le management. La conversion des bénéfices nets en free cash flow. On a finalement c'est pas si loin. On a 5 milliards de différence. Bon, ça fait quand même 8-9% de différence. Entre les free cash flow et les bénéfices nets, malheureusement avec des free cash flow plus bas que les bénéfices nets en cumulé, si on regarde la variation du BFR, ça a été défavorable, de 2,5 milliards sur 10 ans. Donc on perd de la capacité à faire payer les clients avant de devoir payer ses fournisseurs. Ça c'est un peu dommage. On a une dépense en capital qui est toujours plus élevée que des prestations amortissement en cumulé. Donc on continue à développer l'appareil productif, ça c'est bien. Ensuite, si on regarde les other non-cash items, on en a pour à peu près 2 milliards. Donc là, je pense que vous retrouvez, vous retrouvez votre différentiel, hein, si ça vous explique pourquoi le fait que les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Pour être conservateur, s'il n'y avait pas de dette, j'utiliserais plutôt les free cash flow pour valoriser l'entreprise, mais je crois qu'il y a de la dette, on va aller regarder ça ensuite. D'abord, un tour sur la rentabilité opérationnelle, 11%, c'est quand même très bon, hein. 11% de rendement des capitaux investis sur 10 ans, sur une société industrielle, vraiment pas mal, avec un siège social en France, donc les niveaux de taxes quand même élevés. Bon, c'est pas mal. On a une légère baisse du rendement des capitaux investis, mais c'est pas, pour l'instant pas de panique à bord. On est sur un niveau qui est largement supérieur à la croissance organique, donc on est en capacité de s'autofinancer sans problème, et même de rendre du cash. On peut même rendre du cash aux actionnaires ou faire des acquisitions avec le cash qu'on dégage. On continue avec l'endettement de la société qui est en train de baisser assez structurellement. Normal, on a une bonne rentabilité. Donc on est sur maintenant moins d'une fois l'EBITDA en dette nette, on se rapproche de 0,5 fois l'EBITDA en dette nette, donc pas de problème sur l'endettement, c'est une fois et demie les free cash flow, pareil, donc aucun souci, le bilan est solide. On continue maintenant avec la rémunération de l'actionnaire. Vous avez un rendement total de l'actionnaire à 6,4%, c'est quand même intéressant.
Vous êtes à moins de la moitié des free cash flow versés en dividendes, donc en plus c'est soutenable. Vous avez un peu de rachat d'actions. Bon, on avait pas mal de rachats d'actions de 2015 à 2017, puis ça a ralenti, mais ça continue un petit peu. On continue à acheter des actions. Attention que là, il y a une petite dilution. Bon, à voir ce que dit le management sur la politique d'allocation du capital. Je pense qu'ils sont pas fixés à l'objectif de rachat d'actions structurel. Ils le font de manière assez opportuniste, et c'est une bonne idée à mon avis. Il faut profiter des trous de valorisation pour le faire. Un rendement total de l'actionnaire à 6,4%, bien assuré. Je pense que c'est intéressant quand même pour Michelin. On va regarder maintenant la valorisation en valeur d'entreprise sur EBITDA, vu qu'il y a un tout petit peu de dette. On a une décote de 10%. Donc, une petite marge de sécurité par rapport à l'historique. Ça, c'est intéressant. Ce qu'on peut regarder également, c'est s'il n'y a pas une décote par rapport aux actifs tangibles. Non, il n'y a pas de décote par rapport aux actifs tangibles. Sur ce type de société, ça aurait pu être le cas. Donc, conclusion de Michelin, moi je continue à apprécier le dossier. Maintenant, c'est évidemment un secteur qui est difficile, mais on est en train la croissance est ralentie de moins en moins vite, donc peut-être qu'on va avoir une bonne surprise sur les trimestres suivants, et donc ça redresserait le multiple. Et je rappelle que ce qui fait monter le cours d'une action plus vite que la croissance des bénéfices, c'est le redressement des multiples. Donc ça pourrait être le cas sur Michelin, qui est un absolu quand même très très décoté, avec un management pourtant relativement qualitatif, je trouve. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.